Bonjour à tous, je suis Stéphane Martin, je suis ravi d'être parmi vous. Je viens surtout pour animer avec ces hautes personnalités qui sont à cette table ce débat et surtout ce que vous voyez à l'écran, les résultats de cette enquête. Je ne vous présente pas évidemment Myriam Boucharin que vous avez vu et que vous verrez encore demain, mais nous avons souhaité avec Myriam qui est aussi membre d'un conseil qui est une instance associée, c'est pour ça que je le dis, il faut une nouveauté à chaque fois dans la publicité, donc la promotion à faire. Myriam a intégré il y a déjà quelques années un conseil de l'éthique publicitaire qui est une instance associée voulue en France, qui a été établie depuis 2005 et qui a pour fonction d'être justement de réunir le monde académique avec des professionnels. Et quand on dit les professionnels dans notre jargon, ce sont les marques, les annonceurs, ce sont bien sûr les agences et puis ce sont aussi les médias qui diffusent les messages publicitaires. C'est cette trilogie, cette tripartite que l'on met sous le vocable de professionnels. Et donc Myriam a intégré ce conseil de l'éthique publicitaire qui est présidé par Dominique Volton, qui est annoncé au programme mais que vous ne voyez pas, et ici qui a été retenu et qui donc ne pourra pas être des nôtres, mais sa pensée va irradier déjà nos discours d'une certaine manière, puisque nous sommes avec Myriam, nous nous fréquentons donc de fait régulièrement lors de ces conseils de l'éthique publicitaire. Et à ses côtés, à côté de Myriam, vous avez un monsieur célèbre par ses productions, si vous ne le connaissez pas, mais célèbre parce qu'il œuvre depuis quelques années dans la publicité. Il racontera, et surtout il s'est raconté magnifiquement dans un livre qu'il a là, puisque vous connaissez une de ses campagnes emblématiques, puisqu'il est l'auteur en 1981 d'une campagne pour l'afficheur qui s'appelait Avenir, l'afficheur qui s'appelle toujours Avenir, qui appartient maintenant au groupe JC Decaux, et ce livre c'est J'enlève le haut, aux éditions Aquilon, et il raconte l'âge d'or de la publicité, même si évidemment Pierre Berville donc, est toujours un publicitaire chevronné, mais on pourra rentrer dans le détail et dans le débat, notamment pour rebondir sur cette enquête. Et puis, à mes côtés, Bertil Scali, qui a évidemment un profil aussi différent, écrivain, mais aussi communicant d'une certaine manière, ne serait-ce parce que déjà il a fondé une agence de communication qui s'appelle Litcom, vous voyez les deux termes, vous comprenez, mais il a fait plein d'autres choses, y compris de l'audiovisuel, cru comprendre, et puis il va sortir, ça fait partie aussi de la pub d'annoncer les sorties prochaines à la rentrée littéraire. Il a coécrit avec une autre personne qui est dans la publicité depuis longtemps, un livre qui sortira à la rentrée avec donc Raphaël de Andréis, et donc c'est Bertil Scali qui est donc à mes côtés pour cette table ronde et bien sûr cette discussion sur un sujet tout à fait intéressant qui nous réunit, et merci encore de nous inviter, je pense là à nos organisatrices de ce colloque international, c'est de s'être associés à avoir refait en 2019 une enquête de 1927, donc une enquête telle qu'elle est mentionnée, une enquête qui avait été une sorte d'enquête miroir qui est faite on interroge des écrivains et on interroge des publicitaires ou des communicants en sens large, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être aussi des responsables marketing ou de communication de marque. On les interroge à s'exprimer sur justement littérature et publicité de manière très large. Donc ça c'était un petit teasing, comme on dit, un aguiche. Et donc Myriam, je crois qu'on est maintenant tous impatients de voir quels sont très longtemps après. Alors je vais les résultats. Je vais agrafer le teasing parce que avant d'en arriver aux résultats, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une réédition, je souhaite évidemment établir quand même une comparaison entre les deux et rappeler un petit peu le contexte dans lequel cette enquête... Vous m'entendez bien ou...
Vous m'entendez bien? Dans lequel cette enquête s'est déroulée. Alors, pour rappeler le contexte, il faut dire quand même un mot, ça ne déplaira pas aux littéraires spécialistes de l'entre-deux-guerres et à d'autres aussi pour d'autres raisons, de rappeler et de dire quelques mots de l'instigateur de cette enquête de 1927, qui est Paul Reboux. Alors, un écrivain totalement oublié aujourd'hui, même parmi nous, je pense qu'il n'est pas à nos programmes universitaires. Alors, ce Paul Reboux, on ne le connaît guère plus que pour avoir été l'auteur de célèbres pastiches à la manière d'eux, qui ont été publiés avec son ami Muller avant la Première Guerre et qui ont eu un succès durable. Mais en réalité, cet homme était aussi médiatique en son temps qu'il est peu connu aujourd'hui. C'était un journaliste, un écrivain polygraphe, gros public, comme on disait à l'époque. On ne disait pas grand public, on disait gros public. Et il vivait royalement de sa plume, prolixe, et ne s'en cachait pas. Ses meilleurs ennemis, il en avait un certain nombre, le surnommaient, pour résumer les choses, le mannequin peace de la littérature. C'était un homme de réseau, un chef de file du groupe des écrivains que l'on a appelés, avant la Première Guerre, les écrivains de la rive droite, par opposition à ceux de la rive gauche. Alors les écrivains de la rive droite, c'était... Alors commençons par ceux de la rive gauche, c'était les purs, les écrivains qui se vouaient au sacerdoce littéraire. Et puis les écrivains de la rive droite, c'était bien les impurs, ceux qui ne considéraient pas seulement la littérature comme un sacerdoce, mais aussi comme un négoce, comme un métier, et qui à ce titre avaient des vues professionnalisantes sur la littérature. Et naturellement, vous l'avez bien compris, notre mannequin peace de la littérature se situait nettement du côté des grands boulevards, c'est-à-dire de la rive droite. Et ceci pour plusieurs raisons, sans doute. D'abord parce qu'il fréquentait depuis son enfance le milieu du commerce de luxe, puisqu'il est le fils de la très célèbre modiste Caroline Reboux. Il s'intéressait à la dimension professionnelle de la littérature. Il a été un temps président de l'association syndicale de la critique littéraire. Il avait aussi ses entrées dans les milieux de la revue Vendre et il donnait des conférences à l'école technique de publicité. Donc vous voyez, c'était un personnage qu'on ne pouvait pas rater sur la scène médiatique des années 20. Et il se trouve qu'il est l'auteur, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas, peut-être l'inventeur, en tout cas il a capté et un petit peu mis à son nom un concept qui n'a pas duré très longtemps et qui ne s'est pas imposé durablement, mais qui était tout à fait au cœur des années 20, le concept de publicité littéraire. Lui-même d'ailleurs a contribué à des centaines et des centaines de publicités, voilà. Donc il se faisait l'avocat de la participation des écrivains à la rédaction publicitaire et il entendait défendre finalement la valeur, non pas seulement symbolique, mais fiduciaire vraiment de la littérature. Et il voyait au fond, dans la publicité, qui était, je le rappelle tout de même, à cette époque en voie de professionnalisation, il voyait dans cette étape particulière de l'histoire de la publicité une occasion finalement pour les écrivains de se positionner dans ce que Bourdieu appellerait le champ de la publicité et qui pouvait donc offrir pour les écrivains une opportunité, un créneau d'écriture. Alors pour en savoir davantage sur ce personnage qui est tout à fait intéressant, je vous invite à consulter l'article de Sylvestre Pidou, donc dans le volume sur le portrait de l'écrivain publicitaire, qui vous saurez tout sur Paul Reboux. Alors, pour l'heure, il faut savoir qu'il était en 1927 le directeur éphémère, il a été pendant 1 an, juste cette année-là, le directeur éphémère de Paris Soir. Et que c'est dans cet organe de presse qu'il va faire paraître donc l'enquête qui nous intéresse, dont vous voyez ici le questionnaire qu'il a procuré à je ne sais combien de personnes, mais en tout cas 91 personnes ont répondu à ce questionnaire qui se répartissent de la manière suivante.
35 industriels, commerçants, chefs de publicité, dont une femme, et 56 écrivains et littérateurs, dont 4 femmes. Donc 5 femmes sur 91 personnes. Je le dis parce que bon, on verra que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Alors, quelle était la raison de cette enquête ? Cette enquête avait pour fin d'accompagner le lancement d'un prix qui était un prix nouveau, dont on n'avait jamais eu. Il y avait eu des exemples de ce type, mais enfin, globalement, c'est quand même une entreprise à peu près neuve à l'époque. Le prix Beaumarchais de littérature publicitaire, qui a été lancé donc cette même année par l'agence parisienne de publicité L'Encartage, qui s'appelait ainsi parce qu'elle était spécialisée dans la réalisation des dépliants, des marque-pages, des coupes-papier et autres éphéméras que l'on pouvait encarter dans les livres. Et donc, je rappelle à cet égard que le livre a donc été un grand vecteur de publicité malgré tout. Le prix est subventionné par une douzaine de maisons, bien sûr, les Soieries du Charme, les Peaux de Reptiles Alpina, les Lainages Rodier, etc. Et il est doté de la confortable somme de 35 000 francs, ce qui est à peu près, je crois, à 5 ou 6 000 francs près, le même montant que les grands prix littéraires de l'époque. Et les concurrents pourront donc prétendre à se partager cette somme s'ils ont répondu avec plus ou moins de talent à la commande suivante, réaliser donc un texte publicitaire de 150 lignes, premièrement, deuxièmement un écho d'information de 10 lignes, et troisièmement ce qu'on appellerait aujourd'hui un slogan, ou qu'on n'appelait pas encore régulièrement un slogan, mais qu'on n'appellerait plus aujourd'hui d'ailleurs non plus un slogan, du type était dit « Oui, mais Ribi habille mieux ». Alors le jury, évidemment, il n'y a pas de hasard, est présidé par Paul Rebout en personne. Il est constitué de 5 écrivains, ce jury, dont Jean Giraudoux et Pierre Macorlan du côté des écrivains, et de 10 membres appartenant au monde de l'édition, de la presse, du commerce et de la publicité, parmi lesquels Étienne Damour, le président de la Corporation des techniciens de publicité, le fondateur de la fameuse revue Vendre, ou bien le président de la chambre syndicale de la couture parisienne, etc. Alors, l'annonce du prix déclenche une sorte de tollé médiatique, comme il y en avait tant à l'époque, sur des sujets qui aujourd'hui, il faut bien le dire, on a beaucoup de mal à soulever autant de réactions sur notre enquête de 2019 que celle de 2025 avait réussi à en soulever, car toute la presse vraiment s'était emparée, non seulement la presse littéraire qui était très abondante à l'époque, mais aussi la grande presse s'est emparée du sujet. Et donc je cite quelques remarques généralement acerbes. Le Grand Prix Beaumarchais, une pure rigolade, lance Ernest Tisserand, dont on a entendu déjà parler ici, puisque c'est lui qui a fait le numéro de la revue Marge en 1924 sur les maladies de la publicité. Un délit de simonie pour l'Action française, un concours, ironise Noël Sabor, qui ne s'adresse certes pas aux purs, qui ne s'adresse pas à ces quarts de Dieu qui écrivent d'une plume arrachée au croquant d'un cygne. À la une de la presse, on voit un dessin humoristique d'Henri Monnier. 2 hommes de lettres se rencontrent dans Paris. Alors, vieux, il paraît que tu as trouvé une situation. Oui, je suis poète chez un grand épicier du centre. Donc voilà à peu près le contexte. Alors maintenant, j'en viens aux résultats de l'enquête de 1927 elle-même. Alors bien sûr, on n'était pas à l'époque des statistiques, et Paul Rebout, qui, évidemment, vous l'avez compris, voulait défendre à cette occasion la publicité littéraire, a fait une enquête un petit peu à décharge, en quelque sorte, de la publicité, et les résultats quantitatifs sont les suivants, tels que publiés dans Paris Soir. La majeure partie des contributeurs sont d'accord pour confier la publicité aux écrivains, et les écrivains aussi. Maintenant, ce que je vais vous proposer, bien sûr, c'est une petite et assez brève analyse de contenu sur l'ensemble des 91 réponses qui ont été produites. Alors, voici comment je vous propose de résumer les choses avec quelques extraits de verbatim que je vous donne à lire et que j'essaierai de ne pas trop répéter pour ne pas perdre de temps. Alors la première question, vous vous en souvenez, celle de savoir si l'écrivain déchoit ou pas en faisant de la publicité, vient en tête une première réponse, l'écrivain
ne se diminue qu'en écrivant mal. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve de façon majoritaire. Le seul déshonneur pour l'écrivain, finalement, c'est de mal écrire. Et si la publicité est bien écrite, eh bien alors à ce moment-là, ce n'est pas un déshonneur, il peut faire de la publicité. Deuxièmement, les écrivains ont toujours fait de la publicité, disent les participants. Ils en ont fait pour eux-mêmes, ils en ont fait pour leurs confrères, ils en ont fait pour leurs mécènes depuis les temps les plus anciens. Alors pourquoi, finalement, n'en ferait-il pas pour des produits ? Et, somme toute, on compare la publicité dans les années 20, très souvent, effectivement, à une nouvelle forme de mécénat, ce que résume Georges de la Fouchardière, le bien oublié Georges de la Fouchardière. Il y en a un certain nombre qui sont quand même bien passés à la trappe. Mécène, aujourd'hui, s'appelle Félix Potin. Troisième réponse, c'est la comparaison avec les peintres. On l'attendait d'une certaine manière. Pourquoi ce qui est permis à un peintre, à un dessinateur, c'est-à-dire de faire des affiches pour la publicité, ne le serait-il pas aux écrivains ? Il s'agit au fond d'emboîter le pas à ce que les peintres ont fait. Quatrièmement, la publicité étant un art, disent certains, non seulement l'écrivain ne se diminue pas, mais il participe à l'élévation artistique de la publicité, ce qui est quand même un grand thème de cette époque. Et je donne ici, alors pour faire plaisir à Claude bien sûr, une citation de Blaise Cendrars, qui a été un grand pionnier lui aussi dans la promotion, mais côté moderniste, pas façon mannequin-pisse de la littérature, mais façon un peu plus rive gauche. Voilà, ceux qui donc ont eu cette même idée, au fond, de promouvoir la participation des écrivains à la publicité, parce que la publicité est précisément un art nouveau. Alors maintenant, en ce qui concerne la question du second métier, dont j'ai regroupé les deux questions de Reboul en une seule, donc, est-ce que ça peut constituer un bon second métier pour l'écrivain ? La question du second métier de l'écrivain dans les années 20-30 est une question d'actualité, qui revient absolument tout le temps dans la presse. Donc la question ici, c'est de savoir, est-ce que la publicité serait une bonne solution finalement à la précarité matérielle dont on se plaint beaucoup à partir des années 20 dans la presse. Alors les avis sont partagés, numériquement partagés, s'agissant de l'indépendance matérielle que peut espérer l'écrivain de ses activités publicitaires. D'un côté, on pense que la publicité est beaucoup plus lucrative. Bon, je le confirme historiquement. Effectivement, tous les articles donnés dans des revues publicitaires étaient beaucoup mieux payés que les articles donnés dans des revues littéraires, et globalement, la publicité payait bien. Mais il ne faut pas s'imaginer, disent beaucoup, que les écrivains tireront de ce type d'activité une sécurité suffisante pour que cela constitue un second métier. Donc on perçoit le caractère ponctuel, intermittent et aléatoire de ces éventuelles commandes. Deuxième aspect qui est assez intéressant, parce que vous verrez qu'il a changé aujourd'hui, c'est que cette activité secondaire est perçue par les écrivains comme peu contraignante. Vous voyez le vocabulaire, un amusement lucratif, un amusant labeur, voilà, et surtout une activité secondaire de la plus grande liberté possible. Giraudoux dit, la publicité, c'est la liberté. Oui, intéressant. Alors, oui, c'est paradoxal. Troisième point concernant la contribution donc, des écrivains à la publicité au titre de second métier, c'est la question de la signature. C'est intéressant parce que c'est tout de suite la question que Stéphane Martin avait soulevée lorsque je lui avais communiqué les noms d'enquête. Il m'a dit oui, mais c'est de la publicité signée. Alors effectivement, à cette époque-là, dans cette enquête, très rares sont les écrivains qui défendent l'idée d'une publicité, disons, professionnelle, où l'écrivain serait employé, comme il le sera plus tard, et comme il l'est encore aujourd'hui, je pense, dans certaines agences de publicité. Non, dans ces années-là, le débat tourne autour de la question de la publicité signée, parce que l'idée, c'est que la signature du grand écrivain fait vendre. Avec cette citation de Maurice Descobras que j'ai mise pour David Martin, qui a beaucoup travaillé sur
sur cet écrivain, là aussi, alors tellement médiatique et aujourd'hui tombé dans l'oubli, et qui nous dit donc que si un beau catalogue d'un chemisier d'un confiseur était présenté sous la signature de Delteil ou d'André Gide, eh bien, il achèterait finalement. Voilà. Mais certains publicitaires pensent néanmoins qu'il ne suffit pas de signer, et là on voit bien qu'il y a une petite différence quand même, qu'il ne suffit pas d'obtenir à grand prix un écrivain de renom, il faut aussi que l'écrivain quand même se plie à l'exercice, parce que sinon la signature, ça ne suffirait pas. Et Rachid a une remarque, je lui donne la parole parce que les femmes étaient quand même si peu nombreuses, Rachid a une remarque assez intéressante. Si vous pensez enrichir les pauvres diables d'écrivains, de génie ou non, avec des textes de publicité que leur commanderont les commerçants, vous êtes naïfs. Les commerçants voudront avoir les plus célèbres écrivains et s'adresseront toujours aux mêmes. Et les autres resteront sur le carreau. Et ça, je crois que c'est très réaliste comme vision, car en effet, un certain nombre d'écrivains avouent, dans cette même enquête, avoir été sollicités par les marques, mais on ne leur a pas demandé de signer parce qu'ils n'étaient pas suffisamment célèbres. Dernière question, seriez-vous disposé à accueillir, alors question aux industriels et aux commerçants, seriez-vous disposé à accueillir les écrivains pour la propagande commerciale ? Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que cette question, elle était posée uniquement donc aux hommes de la profession, qui déplace la question numéro 1 de l'axe déontologique et éthique où elle se situait. Est-ce que l'écrivain peut moralement, finalement, faire de la publicité sans déchoir ? La question se déplace vers la question déontologique, vers la question de la performance. Ce n'est pas la question de savoir s'il peut, au sens moral, faire de la publicité, c'est la question de savoir s'il peut, au sens de capacité, s'il en est capable. Et là, il faut bien reconnaître que les publicitaires de l'époque émettent un certain nombre de restrictions, et certains même revendiquent, ce qui évidemment est fondamental dans l'histoire de la séparation de la littérature et de la publicité aux techniciens et aux publicistes, et la littérature aux écrivains, et on ne mélange pas les deux. Alors j'en viens maintenant au résultat de l'enquête de 2019. Donc, nous avons donc renouvelé cette enquête. Alors, je dis nous, je tiens à remercier à cette occasion Stéphane Boucharin, qui est donc mon cousin, et qui m'a beaucoup aidé qui s'y prend très très bien sur les réseaux sociaux pour réussir quand même à mobiliser, je suis assez admirative, 650 écrivains pour obtenir seulement 68 réponses. Donc vous voyez, on a eu à peu près... Alors on a posé les mêmes questions, on les a un petit peu reformulées, parce que par exemple en 1927, Rebout parle de propagande commerciale, c'est comme ça qu'on désignait souvent la publicité. Aujourd'hui, le terme de propagande commerciale pour désigner la publicité nous aurait fait passer véritablement pour des dinosaures. Donc on a mis au goût du jour la terminologie et on a un petit peu simplifié les questions, pour ne pas compliquer les choses. Alors voici les résultats. Donc 99 répondants, pratiquement le chiffre qu'avait obtenu Rebout. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que la participation, alors qu'est-ce qu'on constate ? Que la participation des publicitaires à l'enquête est nettement moindre, 12%. Bon, on peut aussi constater que la participation des écrivains à la table ronde est moindre, donc ça rattrape un tout petit peu, on va dire. Voilà. Mais on peut se poser des questions bien sûr sur ça. Alors, Stéphane m'a bien briefé, il m'a dit « Tu ne peux pas interpréter ce chiffre parce que statistiquement, ça... » Bon, mais je pense quand même qu'on peut se permettre d'y voir un signal assez fort de ce qu'on pourrait appeler peut-être une certaine désaffection des publicitaires pour le monde lettré, peut-être un signe de renversement des forces culturelles qui aujourd'hui, bien sûr, sont beaucoup plus importantes du côté de la publicité. On constate bien sûr, alors non, pas sur le tableau, mais on constate une augmentation importante du nombre de femmes écrivains. Je ne ferai pas de commentaires. Et on constate aussi, je vous laisse regarder les chiffres sans les commenter nécessairement plus longtemps, quelque chose de très intéressant. On constate une augmentation du nombre d'écrivains déclarant dans l'enquête de 2019
avoir travaillé pour la publicité, mais de manière très majoritairement, quasiment, il y a un seul écrivain sur l'ensemble. Je suis désolée. Alors, il y a plusieurs difficultés. Il y a le sac des femmes. Qui ne trouvent jamais dans leur sac leur portable. Et puis, il y a les difficultés du directeur de congrès qui doit laisser quand même son téléphone allumé au cas où Thomas Clair, par exemple, aurait décidé de revenir, qui nous envoie un message. Et puis, voilà, le fait que j'aurais dû éteindre mon portable. Alors oui, ce qui est très intéressant, bon, on le sait, mais enfin c'est quand même confirmé par, je dirais, cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, le débat de la participation de l'écrivain ne se pose plus en termes de signature. Il y a même des écrivains qui ont indiqué dans l'enquête, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de signature? Ça n'a jamais existé. Donc aujourd'hui, voilà, la problématique ne porte plus du tout sur cette question. Alors, il y a un certain nombre de convergences, je termine je montre les chiffres, je vous les laisse constater. Alors, maintenant, ce qui concerne l'analyse de contenu, eh bien, l'idée de la qualité du texte dans le degré de compromission ou pas de l'écrivain, eh bien, on peut dire que c'est statistiquement identique. C'est-à-dire qu'on retrouve la même réponse en 27 et en 2019. L'écrivain ne s'amoindrit ou ne se grandit qu'en fonction de la qualité, finalement, du texte qu'il donne. On retrouve vraiment exactement le même type d'argumentaire. Deuxièmement, en ce qui concerne l'idée que la publicité paye, on la retrouve aujourd'hui, mais on retrouve aussi cette incertitude sur le fait qu'il n'est pas certain qu'elle puisse constituer un véritable second métier pour l'écrivain. Donc on peut dire que les appréciations sont assez comparables. Maintenant, alors par contre, il est plus étonnant de constater qu'en 2019, bien que majoritairement, à peu près à 60%, mais enfin quand même c'est un chiffre qui n'est pas très élevé, l'idée bien sûr de l'économisation de la situation de l'écrivain soit acquise, il y a quand même de très grandes résistances encore dans l'enquête du côté d'une vision sacralisée de la littérature, d'une vision, disons, romantique de l'écrivain, jusqu'à une réponse qui m'a quand même complètement sidéré: un écrivain n'a rien à vendre. Un écrivain n'a rien à vendre. Donc il y a quand même encore aujourd'hui des écrivains qui pensent que l'écrivain écrit, le publicitaire vend. Voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. Il y a des échos parfois mot à mot qui sont très, très intéressants. Poiret disait dans une jolie formule en 27, « Si l'écrivain est petit, il ne peut pas s'amoindrir, et s'il est grand, cela n'a aucune importance. » Et quelqu'un dit que les écrivains en 2019, dont la stature est très grande, ne sauraient voir cette stature se réduire. Qu'est-ce qui a changé? Alors ce qui a changé, ce sera donc la fin, c'est que globalement quand même, à 60%, les écrivains et les littérateurs considèrent que le sacre de l'écrivain est dépassé. J'ai donc trouvé cette formule. Et que par conséquent, les écrivains aujourd'hui sont soumis au régime marchand pleinement. Voilà. Ce qui n'était pas encore le cas dans les années 20. Deuxièmement, les écrivains aujourd'hui sont beaucoup plus conscients de la spécificité rédactionnelle de la publicité, et la différence qu'ils établissent entre la littérature et la publicité est moins une différence hiérarchique de type canonique, comme cela a été le cas dans les années 20, mais plutôt une différence de type poétique. Voilà. C'est pas que la publicité soit inférieure à la littérature ou supérieure, mais ce sont des poétiques différentes, voire qui peuvent apprendre quelque chose à l'écrivain. Un certain nombre d'écrivains témoignent du fait qu'ils ont pratiqué, qu'ils pratiquent donc encore aujourd'hui de la rédaction publicitaire, et que ça leur apporte des compétences dans leur propre travail d'écrivain. Alors je vous cite ici donc la réponse de Thomas Clair sur le troisième point que l'on note aujourd'hui et qui est vraiment tout à fait frappant et flagrant.
c'est la moralisation et l'idéologisation de la question qui sont aujourd'hui beaucoup plus importantes que dans les années 20. On considère que l'écrivain peut faire de la publicité, mais vraiment à une condition, c'est qu'il participe à des publicités d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'il ne parle que de produits dignes, finalement, de s'attirer sa contribution. Donc j'ai mis là... Enfin, dernier point, j'ai une note un petit peu mitigée, enfin, à la fois, je dirais, triste pour nous, littéraire, et en même temps encourageante, parce que là, on voit qu'il y a deux possibilités. Le quatrième point, qui est soulevé par l'enquête de 2019 de façon tout à fait cruciale, c'est finalement la question de la publicitarisation de la littérature aujourd'hui, plutôt que celle de la littérarisation de la publicité. Autrement dit, en un siècle, la question s'est renversée. On se demandait en un siècle, est-ce que les écrivains peuvent faire de la publicité ? Et aujourd'hui, on voit que un littéraire dit qu'aujourd'hui, les écrivains ne rêvent que de devenir publicitaires, mais en même temps, quelqu'un dit, et l'exposé sur Grégoire de la Cour nous l'a bien montré tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de publicitaires qui ont envie de devenir écrivains. Voilà. Donc ça sera tout. C'était la présentation à partir de laquelle on va pouvoir relancer le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est tout à fait évidemment passionnant et ça va amener des réactions parce que j'ai vu Pierre qui est justement ce publicitaire écrivain être d'accord ou pas sur certains points et puis bien sûr Bertil pourra aussi réagir sur vraiment des conclusions. Alors il y a des différences, il y a des similitudes, enfin peut-être dans une même similitude il y a quand même un fond de rejet de la publicité. Alors est-ce que c'est plutôt français, francophone, cette vision d'une publicité qui est quand même du commerce, donc un peu à tenir à distance. Visiblement ça a traversé le siècle, cette position, et qui se retrouve peut-être dans d'autres points. Et après, sur les qualités et sur le choix des produits que l'on veut promouvoir ou sur lesquels on s'abaisserait éventuellement à promouvoir. Mais de manière générale, peut-être balayer tous les différents points et les premières réactions, Pierre. Ma première réaction, bonjour déjà. Ma première réaction, c'est de considérer que strictement dit d'un point de vue de spécialiste des études, la deuxième étude n'a strictement aucune valeur statistique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque d'intérêt. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a un manque d'intérêt, mais elle n'a aucune valeur statistique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner des pourcentages. On ne sait pas comment le recrutement s'est opéré. Le recrutement n'est représentatif de rien d'autre que de lui-même. Donc cette étude, elle a un intérêt en tant que tel. Oui, mais sur les médias sociaux, vous pouvez toucher... On ne sait pas combien de publicitaires ont été... Par exemple, prenons les 12%, mais je ne veux pas partir dans une querelle d'experts, mais enfin, prenons les 12%, on ne sait pas combien de publicitaires sur l'échantillonnage général a été interrogé par rapport aux autres, donc c'est 12% de quoi? Je vous assure, sur le plan strictement de la méthodologie, ça veut pas dire grand-chose. Néanmoins, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, ça parle des sujets qui sont des sujets intéressants sur les rapports entre la littérature et la publicité, et qui, eux, sont tout à fait dignes d'intérêt, mais n'essayons pas de les quantifier, parce que, je vous assure, on va vers des choses qui, méthodologiquement, soient assez critiquables. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, d'ailleurs, c'est d'apprendre tout ce que vous m'avez dit sur Paul Rebout, parce que c'est effectivement, il n'est pas tellement... oublié que ça, et ça m'a touché parce que, outre la coïncidence des Myriam d'une Myriam à l'autre, je parle aussi de Paul Rebout dans mon livre, parce qu'il m'était arrivé au début des années 80 de faire une campagne de publicité pour Vélo-Solex directement inspirée par les travaux de Rebout et Muller. Donc voilà, j'en parle pour ceux que ça peut intéresser.
Il fallait faire beaucoup de textes. C'était une demande explicite parlant du vélo Solex pour rendre ce texte intéressant. Je m'étais souvenu effectivement de ces livres qui m'avaient fait hurler de rire de Rebout et Muller. Et après avoir pris rendez-vous auprès d'un avocat d'ailleurs, le pastiche était quelque chose d'autorisé qu'on employait dans le cadre publicitaire. Et j'avais pu réaliser un certain nombre de pastiches à la manière de, si j'ose dire, pastichant Jules Verne, Courteline, enfin bon, j'avais eu des foudres d'ailleurs de la gendarmerie parce que j'avais un peu fait perdre la face à certains comportements gendarmes, et c'était assez drôle. Le Rebout d'ailleurs, enfin j'imagine que vous le sachez, ça a eu une très grande longévité parce qu'effectivement il a fait beaucoup de choses avec son comparse Muller avant-guerre, dans les années 20, mais même à la fin de sa vie, il continuait tout seul, Muller étant décédé, à pasticher les écrivains de l'époque, Sartre, etc. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la question de se poser, est-ce que quand on écrit, on est publicitaire avant d'être écrivain, on est écrivain avant d'être publicitaire, ou est-ce qu'on est d'abord et avant tout quelqu'un qui a le goût de l'écriture et qui est intéressé par le phénomène de l'écriture? Moi qui essaye avec plus ou moins de bonheur, mais enfin jusque-là ça va pas trop mal de naviguer d'une activité à une autre. Je me sens pas quelqu'un de différent quand je prends ma plume de publicitaire ou quand je prends ma plume d'auteur de livres. J'ai l'impression que c'est la même personne qui a été nourrie par le même intérêt pour la langue, par le même goût pour l'écriture, par le même émerveillement devant le français et ses subtilités, et je me dis pas tiens, il y a un art qui s'oppose à l'autre. En revanche, ce qui a changé, c'est que c'est le besoin que peut avoir aujourd'hui la publicité de la littérature, appelons-le, du savoir-faire d'écriture, plus modestement. Et ça, les choses se sont un peu basculées. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent au travers d'un certain nombre de réponses qui sont significatives qu'aujourd'hui, le livre a de plus en plus, ou s'habitue de plus en plus à utiliser les ressorts et les techniques de la publicité pour faire son autopromotion, mais qu'à l'inverse, le mot, l'écrit, la phrase, le slogan, bon terme effectivement désuet mais qui revient un petit peu d'ailleurs, c'est amusant, sont de moins en moins des valeurs dans l'univers publicitaire. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, il y a une bonne quarantaine d'années, on parlait de concepteur-rédacteur. Les créatifs étaient... Aujourd'hui, on continue à le dire, concepteur-rédacteur, mais enfin, c'est plus une habitude de langage. On désigne assez peu la partie rédactrice du concepteur-rédacteur, l'art du slogan, l'art du bon mot, les longs textes, à part dans quelques spécialités, tels que, bon, je ne vais pas vous noyer sous les mots savants, le native advertising, le public reportage, etc., qui, eux, font encore un grand emploi du texte. Le texte par lui-même est quelque chose qui est tombé un peu en désaffection dans l'univers publicitaire. Ce qui peut expliquer pourquoi on fait de moins en moins appel, d'ailleurs, à des écrivains. Il est tout à fait exact, alors j'ignorais que vous aviez parlé avant de mon copain de la cour, il est tout à fait exact que beaucoup de publicitaires, et ça vient peut-être à l'appui de ce que je disais, d'une sorte d'élan personnel à chacun vers le simple bonheur d'écrire, qu'un certain nombre de publicitaires sont allés chercher un accomplissement du côté du livre. Effectivement, vous en avez cité un certain nombre, il y en a d'autres, avec des difficultés d'ailleurs au passage, qui sont que l'univers, et j'en ai un peu fait l'expérience, je parle sous votre contrôle, mais l'univers de la littérature, là, et non pas du livre en général, mais de la littérature, est assez, je dirais, prudent vis-à-vis de l'arrivée des publicitaires dans ses rangs.
Sauf si, comme mon autre copain Frédéric Becbédé, il achète son billet de passage en crachant un peu dans la soupe. Alors à ce moment-là, bon, ok, il a montré patte blanche et tout va bien. C'est des univers quand même qui restent assez dans les comportements antagonistes. Sur le dernier sujet, après je passerai la parole à vos avis, je suis un peu long, pardonnez-moi, mais je crois que j'aurais dit tout ce que j'avais d'intéressant à dire, après je me tairai. C'est sur le dernier sujet qui est est-ce qu'on en vit bien. Il existait des cas fameux où là aussi le passage s'est fait dans l'autre sens. Par exemple, Sébastien Japrisot, qui était un excellent concepteur-rédacteur, il s'est mis à écrire des romans pour payer ses impôts. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer les impôts qu'il avait gagnés dans la publicité. Coup de bol, c'était le compartiment tueur qui paraît-il, selon la légende, il a réussi à écrire en 2 mois, il a pu payer ses impôts, puis après il s'est dit, tiens, finalement c'est pas mal, c'est finalement plus rémunérateur dans ce cas-là, le livre que la publicité, c'est devenu le grand écrivain qu'on connaît. Voilà. C'est un contre-exemple vraiment rare. Ouais. Ah oui, sinon ça serait pas un contre-exemple. Très rare. Mais c'est rare. Malheureusement très rare. Oui, c'est rare. J'en ai un autre. Jean-Christophe Granger a commencé comme publicitaire et aujourd'hui il a des tirages de 300 000. Non, mais c'est plus. Il gagne probablement beaucoup plus d'argent en tant qu'écrivain qu'en tant que publicitaire. Tout comme Sébastien Japrisot. Bon, il y a aussi le phénomène des droits dérivés, des droits d'adaptation des films, etc., qui viennent aussi grossir la cagnotte des écrivains par rapport aux publicitaires. Merci Pierre. De toute façon, on reviendra parce que j'ai été vu tiquer sur Liberté tout à l'heure. En 1927, les écrivains avaient l'impression qu'on était particulièrement, finalement plus libre. En tout cas, une des réponses, c'était de dire qu'on est plus libre dans la pub. C'est assez amusant, parce qu'a priori, c'est pas, je pense, la perception de 2019, même si elle ne transparaît pas là-bas. En tout cas, c'est celle des professionnels. Mais écoutons d'abord peut-être Bertil, ou là, avec une autre casquette, mais peut-être rappeler justement toutes les casquettes que vous avez et pour pouvoir réagir justement de tous vos points de vue sur ces résultats. Bonjour. Alors, moi, j'ai fondé une agence de communication et une agence littéraire qui s'appelle Litcom, donc littérature et communication, et qui est à la croisée de ces deux mondes, puisque je représente à travers cette agence des écrivains plutôt célèbres, à la fois auprès des éditeurs et auprès des marques ou des agences de publicité. Et par ailleurs, je suis moi-même écrivain et il m'arrive de faire des travaux publicitaires en tant qu'auteur, soit d'ouvrages pour des marques, soit pour la rédaction de dossiers de presse, qui sont aussi une forme de communication publicitaire qui n'est pas de l'ordre du slogan, mais qui est très nécessaire et où il y a une grosse demande. Et c'est très intéressant tout ce sujet parce que, en effet, je crois que beaucoup d'écrivains, sachant qu'il existe un business, disons, de la communication dans lequel il y a tout de même des sommes importantes qui circulent, alors que le marché, le monde de l'édition, lui, est un monde plutôt en difficulté. Je ne parle pas des écrivains qui n'ont pas besoin de travaux annexes pour vivre. Beaucoup d'écrivains se disent je pourrais prêter ma plume à des travaux publicitaires et seraient très heureux de le faire. Et je crois que par ailleurs, pas mal de rédacteurs, alors je ne sais pas comment on appelle ça, concepteurs, rédacteurs, en tout cas des personnes qui sont totalement immergées dans le monde de la communication et de la publicité, ont l'envie de faire des travaux plus personnels et plus libres.
Et donc c'est une question, je pense, qui est présente, qui existe depuis, qui existe la publicité, la littérature et puis le journalisme en fait, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Dans le cas de Paris Soir, je me demande en fait si l'histoire de cette étude n'est pas lancée par le journal Paris Soir pour valoriser peut-être, comment dire, je crois, Paris Soir ne faisait pas partie était un journal qui, avant les années 30, était un petit peu exclu du marché de la publicité, qui était un peu partagé entre 3-4 grands journaux, qui étaient, je ne sais plus, le Petit Parisien, l'Intransigeant, bon, il y en avait 3, je crois, qui se partageaient quasiment 90% des revenus publicitaires. Donc tous les autres journaux essayaient un petit peu comme aujourd'hui, des tiers essayent d'aller voir directement des marques, mais en fait les marques étaient à l'époque, disons, monopolisées par 3 journaux et les autres journaux n'y avaient pas accès. Et je pense qu'il a probablement voulu valoriser son carnet d'adresses d'amis écrivains, d'amis journalistes écrivains, en faisant valoir que ces plumes pourraient probablement faire des slogans ou faire des articles, parce que c'est une époque où il y avait une très grande corruption, évidemment, enfin corruption c'est un grand mot, mais ces journaux pour survivre, et les journalistes pour survivre, finalement vendaient leurs articles à des marques qui étaient ensuite diffusés comme des vrais articles. Donc tout ça de façon assez combinée entre le directeur de la rédaction et ses amis, enfin ses confrères journalistes ou amis écrivains. Alors, je connais bien cette histoire de Paris Soir parce que par hasard, j'ai écrit les mémoires de quelqu'un qui s'appelle Hervé Mille, que plus personne ne connaît, mais qui est devenu ensuite une grande personnalité de la presse, qui est devenu le bras droit de Jean Prouvost. Jean Prouvost étant l'homme qui a racheté Paris Soir. Donc lorsqu'il a racheté Paris Soir, il l'a racheté dans la rédaction. Dans cette rédaction, il y avait de jeunes journalistes, dont Hervé Mille et Pierre Lazareff, et qui eux-mêmes ont vraiment, et il me l'a raconté, vécu cet âge très difficile de la presse où les journaux étaient exclus du marché de la publicité et ils s'offusquaient très régulièrement de ces espèces de, entre guillemets, combines de leurs directeurs qui essayaient toutes sortes de façons d'attraper la publicité et les marques. Bon. Finalement, Paris Soir, après l'achat, le rachat par Jean Prouvost, qui était un homme très fortuné, qui a totalement révolutionné la presse, est devenu lui-même un journal avec très puissant, avec de très grosses ventes, et les journaux faisaient leur propre publicité et ils ont fait quelque chose qui est un petit peu dans la continuité peut-être de l'idée de Rebout, même si c'était sans lui, je crois, c'est qu'ils ont mis à contribution beaucoup de journalistes, beaucoup d'écrivains dans la conception du journal. Donc ils ont commandé beaucoup d'articles à des grands écrivains de l'époque, des reportages à des Kessel, des Saint-Exupéry, des Sandrard, des Colette, etc. Et puis voilà. Donc en fait, je crois que dans cette histoire, il y a en effet une envie, donc pour revenir à ça, on cherche pour ceux qui ne sont pas dans le monde de la publicité, ils aimeraient y entrer pour profiter des sommes qui circulent. Et puis ceux qui sont dans la publicité, je crois, aimeraient écrire de façon plus libre. Alors ça se fait finalement à travers aujourd'hui beaucoup de projets, enfin qui se développent de temps en temps. Il y a pas mal d'écrivains qui vont finalement faire des dossiers de presse ou des communiqués, etc. Mais là-dedans, il y a quelque chose d'assez douloureux parfois lorsque c'est mal compris pour l'écrivain, c'est que c'est de l'argent, c'est pas que c'est de l'argent facile ou que c'est mieux rémunéré, c'est en effet beaucoup mieux rémunéré au feuillet, voilà. mais en fait
en fait, on refait 10 fois le même texte, parce qu'on le fait pour un client. Et alors, là, il y a un petit malentendu, je crois, c'est que parfois, on fait appel donc à des... Le tout est de ne pas faire appel à un écrivain pour, je crois, lui faire refaire son texte comme on le fait refaire à un rédacteur. Éternellement quasiment. Ça, c'est vraiment le monde de la publicité. Je confirme. Et ce qui fait, c'est pour ça que les rédacteurs de la publicité, je crois, de temps en temps, sont ravis de faire leur roman pour lequel personne ne leur demande de refaire leurs phrases. Ou moins. L'éditeur. Voilà. Alors, à travers mon agence, Litcom, et moi-même directement, on a eu des expériences assez idéales dans ce registre, où on a rencontré, on a pu... Alors c'est quelque chose qui, je l'espère, se développera. À travers l'agence BETC, on a travaillé avec la marque Louis Vuitton. Louis Vuitton a sa propre maison d'édition. Ils diffusent pas mal, ils produisent des livres et ils sont dans une stratégie de communication en profondeur, de qualité, ils pensent. Et la marque Louis Vuitton a toute une histoire dans ce registre, parce que Gaston Louis Vuitton, qui est un des ancêtres déjà dans les années 20, commandait des ouvrages à des écrivains. Et alors là, on glisse dans quelque chose qui est à cheval entre le mécénat et la communication. Et je crois que dans ces projets-là, c'est assez génial, parce que il me semble que tout le monde y trouve son compte. Donc on commande un texte pour le publier soit dans des ouvrages collectifs, soit seul à un écrivain, qu'on va traiter comme un artiste, qui on va dire, bon voilà, tu as carte blanche, on donne un cadre et puis on le laisse faire, et c'est ça qu'on publie. Et on peut le guider, on peut donner un cadre qui va permettre, je ne sais pas, de raconter l'histoire de la marque, ou de faire écrire quelqu'un sur un univers qui est proche de la marque. Et ensuite, évidemment, lorsque ce sera publié, la marque se retrouve associée à des noms prestigieux, littéraires, et là, tout comme, je ne sais pas, la Fondation Louis Vuitton, lorsqu'elle expose les œuvres de je ne sais quel artiste, elle est associée à cet artiste. Donc, et ça fonctionne assez bien, mais c'est assez rare quand même. Et en fait, ça ne bénéficie en général qu'à des écrivains qui sont déjà... ne sont pas vraiment dans le besoin. Alors, pour donner un exemple, nous on a fait un livre qui s'appelait La Malle, avec les écrivains que j'ai sollicités pour le faire. C'était David Fuenquinos, Virginie Despentes, Marie Dariussec, qui est donc Philippe Génédard, je ne sais pas, il y a 3-4 prix Renaudot, enfin ils le sont devenus dans les années qui ont suivi, mais bon, c'était des écrivains déjà renommés. Bon, cela dit, ils étaient quand même très bien rémunérés, et ils ont été très heureux de le faire, et personne ne leur a demandé de refaire leur texte. Donc il y avait une totale liberté, enfin totale, il y avait un cadre qu'ils ont accepté, et puis dans ce cadre, ils l'ont fait vraiment à leur façon. Bon, c'est avec une marque qui n'est pas avec laquelle personne, c'est pas Monsanto, personne n'avait vraiment de problème d'éthique avec ça. C'était transparent, ils étaient rémunérés, il n'y avait rien à redire. Tout à l'heure, j'ai vu un petit texte de Thomas Clerc qui critiquait Virginie Despentes. Thomas Clerc qui est un très bon camarade que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il se trompe sur ce sujet, où il disait que tout de même Virginie Despentes, qu'elle travaille avec Louis Vuitton, c'est un peu embarrassant. Je pense il se trompe. Je pense que c'est en effet embarrassant. C'est elle qui s'expose lorsqu'elle fait ça, puisque d'une certaine façon, elle est plutôt positionnée sur une image trash, mais au-delà de ça, elle n'a jamais critiqué les marques de luxe.
Donc je pense que d'un point de vue de cohérence avec sa personne, il n'y a pas vraiment de problème. Après, c'est une gestion de son image. Et d'ailleurs, elle est l'écrivain qui, sur les 12 que j'avais sollicités, a rendu son texte le plus tard et avait renoncé à le faire même. Et finalement, c'est par l'entremise de Gallimard que nous avions choisi pour publier l'ouvrage. C'est eux qui ont réussi à la faire revenir sur sa décision, parce qu'elle craignait ça. Donc il y a ça, il y a cette question-là aussi. Pour l'écrivain, c'est vrai que lorsqu'il s'associe publiquement à une marque, même lorsque la marque est une marque qui n'a pas qui a une bonne image, d'une certaine façon, là où il s'expose un petit peu, même si aujourd'hui, je crois que les gens l'acceptent, il sort un petit peu du registre, du registre de l'image de l'écrivain qui est seul à sa table et totalement libre de toute influence de quoi que ce soit. L'écrivain pur dont on parlait. Voilà, c'est la pureté de l'écrivain. Bon. Moi, par ailleurs, en tant qu'écrivain, je dois dire, j'ai eu, je dirais, la chance et même le bonheur d'écrire là récemment le livre officiel de Louis Vuitton, qui est publié il y en a une version française, une version anglaise, qui est publiée dans le monde entier, etc. C'était dans des conditions de travail formidables et je ne peux que souhaiter plus de projets de ce genre, à la fois, moi en tant qu'écrivain, je l'ai apprécié, mais je pense que c'est bien, je pense que c'est sain de le faire. Mais les marques aujourd'hui, leur communication alors là, je ne sais pas ce que tu en penseras, et en général dirigée par des agences de publicité. C'est-à-dire que ce ne sont pas... on est rarement en direct avec... toute la question moi en tant que... avec mon agence, je sais que c'est compliqué aujourd'hui, même si les marques le souhaitent, de travailler directement avec les marques. Or, les agences de publicité qui ont comme clients la plupart des marques, donc on revient un petit peu à la situation des années 30 d'une autre façon, je crois, sont en situation de monopole, sont équipées déjà elles-mêmes pour faire tout ce travail de communication. Elles ont leurs propres auteurs et elles n'ont pas tellement de raisons, sauf de façon ponctuelle, parce que ça peut être un projet qui va amuser un client, mais elles n'ont pas tellement de raisons de solliciter des écrivains pour ces travaux. Alors... Et j'ajouterais que on pense souvent à l'écrivain en tant qu'auteur de... Alors, il y a l'auteur de slogans, pourquoi pas, mais encore... je pense que par exemple un type comme Bec BD, mais il vient de la pub, il peut faire plein de slogans très facilement. Mais l'écrivain, c'est quelqu'un qui surtout raconte une histoire, quoi. Donc, il est, même s'il est sur le style, même s'il est... après, il y en a de toutes sortes, mais... C'est le récit, quoi. À mon avis, la fusion qui peut se faire entre publicité, marque et auteur, c'est sur le récit. Et peut-être, et là, je pense que ça serait utile, en effet, sur cette chose plus souterraine qui sont les communiqués de presse et les dossiers de presse, et qui sont une façon de diffuser le récit, parce qu'ils sont repris ensuite par les journalistes, et de plus en plus littéralement. Ils ont peu de moyens aussi. Mais là, on tombe dans un écueil compliqué qui est que il y a une sorte comment dire, oui, puis on a les interlocuteurs qui sont soit dans les bureaux de presse, soit au sein des services de communication des marques elles-mêmes. Dès qu'on sort des conventions, des phrases toutes faites, etc., à la fois c'est ce qu'elles souhaitent, et en même temps, dès qu'on en sort, c'est un peu la panique, quoi. Donc je peux sortir du cadre. Je peux essayer de répondre à ça.
En ce qui concerne les communiqués de presse et ce genre d'outils de communication, qui sont effectivement des outils de communication, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est davantage les cabinets de relations publiques et de relations presse qui sont utilisateurs de ça que stricto sensu les agences de publicité. Bon, ça... Donc ça, il faudrait voir avec eux pourquoi. Peut-être que eux, ça je peux difficilement répondre à leur place. Je sais pas exactement comment ils sont organisés, mais je pense effectivement peut-être comme vous que c'est une bonne chose d'aller chercher un souffle, une écriture pour écrire un communiqué de presse et de sortir justement des phrases toutes faites, et que la personnalité d'écriture d'un écrivain ne pourrait être qu'une bonne chose, pour peu qu'il veut bien se plier à l'exercice de la relecture. Non seulement de la relecture, c'est pas tellement de la relecture, mais il y a un certain nombre d'informations à véhiculer dans un communiqué de presse. Bon, il faut qu'il les véhicule, mais sinon moi je sympathiserais à titre personnel plutôt avec ça. Je trouve que ça serait, dans la plupart des cas, une valeur ajoutée. Alors maintenant, l'utilisation de l'écrivain dans les agences de publicité, c'est-à-dire dans les formes traditionnels, qui sont les médias classiques, la télévision, la radio, l'affichage, la presse, et dans les médias nouveaux qui tournent autour d'Internet, par la publicité. Il y a un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est difficile pour les écrivains, j'imagine, enfin je te crois tout à fait, de rentrer dans cet univers-là. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. La première raison, c'est que, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on fait de moins en moins usage finalement du texte, paradoxalement, dans ces médias-là. La part qui est donnée à l'image est de plus en plus grande. Il y a aussi un autre phénomène qui est le phénomène de l'audiovisuel. Les médias deviennent de plus en plus audiovisuels. C'est pas exactement une écriture d'écrivain, c'est-à-dire qu'un écrivain ne fait pas nécessairement un bon scénariste pour prendre ce raccourci-là. Bon, c'est un petit peu la même chose dans le terrain de la publicité. Il y a d'ailleurs des concepteurs-rédacteurs dans la publicité qui sont capables d'écrire un bon texte d'annonce, un bon titre d'annonce, un bon slogan, mais qui sont incapables de se livrer à l'exercice de narration différent, qui est celui de savoir écrire un film de 30 secondes ou quelque chose qui va passer sur YouTube, etc. Donc ça, c'est un petit peu un autre métier. Il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de concentration dans le monde des annonceurs, et donc avec la concentration est venue une internationalisation. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les écrivains francophones ne sont pas très très avantagés quand ils se retrouvent par rapport à des boîtes énormes et gros annonceurs tels que, je sais pas, Procter & Gamble pour donner un exemple, qui vont avoir tendance à unifier leur communication dans tous les pays ou dans plus de 100 pays du monde, et qui vont avoir tendance à le faire, à tort ou à raison, mais enfin c'est la réalité, en anglais. Il y a en ce moment les Lions de Cannes, qui sont le festival du film publicitaire mondial. Tous les débats sont en anglais, tous les jugements sont en anglais, les blagues, les signatures, les slogans qui viennent, les claims comme on dit en français, à la fin des films sont généralement anglais, sinon le public ne comprend pas le clin d'œil ou l'astuce ou l'intérêt qu'il peut y avoir quand c'est en français. Il y a une réalité malheureusement d'une certaine faiblesse de la francophonie qu'on peut que déplorer, et que là aussi avec laquelle je suis en sympathie avec les auteurs français, mais enfin qu'on ne peut aussi que constater. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui font que c'est pas tellement il y a peut-être aussi un peu de corporatisme, j'entends ça aussi, mais c'est pas seulement une mauvaise volonté de la part des agences, c'est que le marché n'est plus très orienté dans ce sens-là. Voilà. Malheureusement. J'ai connu, mais c'est assez général, moi j'ai connu, je renvoie à mon livre, je vous remercie, pardon. Mais c'est vrai que je parle des années 70-80, qui était l'âge d'or de la publicité française. C'était l'âge d'or aussi en termes de recrutement. C'est-à-dire que c'était une période où on n'hésitait pas
à faire rentrer des journalistes, comme vous l'évoquiez, des écrivains ou des coursiers. Ça jouait aussi au travers de la transversalité sociale dans les agences de publicité, parce qu'on avait le sentiment que tout ce sang neuf, ces points de vue différents, était un apport, une valeur ajoutée, là encore. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe dans les agences de publicité. Il y a des écoles de com, il y a des écoles de pub, c'est formaté, il y a même des écoles de conception-rédaction. Enfin, c'est devenu un petit peu plus ennuyeux, un petit peu plus formaté, malheureusement, pour sur beaucoup de sujets, et en particulier sur l'apport que pourrait apporter la littérature à la publicité. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et de toute façon, vous avez encore une journée passionnante la semaine demain. Demain, alors c'est quoi, 9h30 aussi, vous leur imposez 9h30. Oui, Stéphane, vous avez compris, j'impose. Mais oui, mais c'est ça quand on organise un peu obligé. Un si beau complet. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à vous.